Hey! Genre le mec est surpris quoi. Adou, on est mardi matin. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo parce qu'il y a quelques temps, j'avais lancé un sondage et vous aviez été très nombreux à répondre à ce sondage dont le thème était quelles seraient les raisons qui vous pousseraient à vous mettre au wingfoil, à apprendre le wingfoil, ou quelles sont les raisons qui font que vous avez démarré le wingfoil pour les pratiquants qui faisaient déjà du kite, du windsurf ou d'autres sports ou pas du tout d'autres sports. Vous avez été plus de 70 à répondre, j'ai eu plein de résultats. Donc j'ai trié tout ça et je voulais faire une petite synthèse de vos arguments qui sont finalement aussi les miens. Il y a des recoupements. On est parti. Première chose, vous avez tous, beaucoup d'entre vous ont pointé du doigt le fait que le wingfoil, c'est facile et rapide à mettre en œuvre. Je parle du matériel. Pour les windsurfers, les planchistes, la taille du matos et le poids du matos est un réel atout, est une réelle avancée par rapport à vos matos de windsurf. Il n'y a pas de réglage vraiment à faire. Alors, il y a quand même ce foil qu'on doit placer dans le box. Et d'ailleurs, on va parler de ça prochainement sur la chaîne. Mais en termes de gréement, tu arrives, tu fous ta pompe sur l'aile, tu gonfles et c'est parti. Il y a juste la pression à respecter, mais c'est tout. Donc, il y a cette simplicité. Il n'y a pas de tuning comme sur une voile de windsurf. C'est beaucoup plus simple. On n'a pas à ajuster la tension du pied de mât ou du wish. Donc, il y a cette simplicité au gréage que vous appréciez généralement bien pour ceux qui viennent du windsurf en tout cas. Il y a un autre truc dans le matos, c'est que au-delà du poids et de l'encombrement, tu n'as pas à avoir plein de pièces. Un wishbone, une rallonge, le bout de pied de mât, la carotte, le petit truc pour protéger. Bref, tout un tas de choses qui font que vous avez tous un jour ou l'autre oublié votre wishbone ou juste votre rallonge et oublié un élément de votre quiver qui fait que ça plombe votre session si les copains ne sont pas là pour vous dépanner. Pour les kitesurfers, ce qui ressort, c'est qu'ils adorent le fait que ça prend un peu moins de temps à préparer. Alors je sais que les kiteux expérimentés, des fois déroulent leurs ailes, les lignes sont déjà attachées, mais globalement, même moi quand je faisais du kite, il fallait quand même toujours un peu décroiser mes lignes, les réattacher, la mise en place était un peu plus longue et puis surtout, il y avait une emprise au sol avec le kite qu'on n'a pas avec le wingfoil. Confère les 30 mètres de ligne, bien évidemment. Me concernant, pour moi, c'est la première fois dans l'histoire des sports de glisse qu'on a un sport avant, un sport d'eau avant qui permet de minimiser le matériel que tu vas avoir. Alors, j'en suis pas là parce qu'il y en a un peu partout chez moi du matos avec les tests et les marques, mais tu peux vraiment démarrer avec un minimum de matos et progresser avec un minimum de matos. Ma petite histoire, c'est que j'ai démarré le wingfoil alors que j'avais juste une planche de surfoil qui faisait quasiment 50 litres. J'avais une petite gong Matata. J'avais une 4 mètres ozone que j'ai achetée, une Wasp V1 à l'époque. Et j'avais un foil, c'était le Nel Pride Glide avec l'aile small qui servait en windfoil. Et j'avais acheté une aile large. Et Nel Pride m'avait envoyé une aile medium aussi. Et finalement, j'ai navigué avec ce foil avec juste l'aile large dans 90% du temps. Et l'aile small quand le vent était fort, quasiment jamais avec la médium. Et j'ai fait 10 mois, 1 an comme ça. Une aile, une planche, un foil, 2 ailes de foil. En windsurf, la plage d'utilisation, pour moi qui viens du wind, est beaucoup plus faible. Je suis ressorti en 4-8 il y a 2-3 jours là. Et le vent était rafaleux. Dans les claques, j'étais pas bien, j'avais trop de mains arrière, c'était pas confortable pour envoyer. Et en même temps, dans les molles, je ne capais pas super bien, c'était chiant. Donc, il y a un réel atout avec une plage d'utilisation qui est très large. Et on en vient au point suivant, point numéro 2. Et le deuxième point, c'est que ça marche dans toutes les conditions. Que ton plan d'eau soit un lac, que ce soit la mer, que le vent soit fort, que le vent soit faible, que tu aies du clapot, que ce soit plat, qu'il y ait des vraies vagues, des petites vagues, des grosses vagues, de la houle, que ce soit clapoteux dégueulasse, des conditions de wave riding ou juste de cruising sur du plat, tu peux t'éclater, quelles que soient les conditions. Quand il y a
30 cm de houle, je ne sais pas si ça existe, mais ou 40 cm de clapot, tu peux glider là-dedans, aller jouer dans ces petits reliefs sur le plan d'eau et t'amuser vraiment dans rien. En termes de plage basse, tu démarres maintenant à 10-12 nœuds. Bon, si tu ne veux pas aller mettre des ailes non plus énormes, mais c'est ça, moi en 4 mètres, 5 mètres, 10-12 nœuds, quoi. 12 nœuds en 4 mètres sans problème pour mes 60 kg, je suis léger. Mais l'avantage, c'est que les gros peuvent charger en ailes aussi de foil, ils peuvent charger en surface de wing. Il y a quelques jours, on est sorti avec mon fils qui a 9 ans, il fait 30 kg, j'en fais 60. J'ai compris ce que c'était que d'être un pépère de 90 kg. Et on avait 5 mètres, on avait une grosse Axis 1150, la même qui fait 1778 de surface. Ben, j'ai volé avec mon fils, avec moi sur la planche, sur une 94 litres. Donc, il n'y avait pas beaucoup de vent, il y avait 15 nœuds. Donc, tu peux vraiment réussir à voler mais dans des conditions vraiment médiocres et t'amuser dans un max de conditions avec un minimum de matos. Il y a un autre truc, c'est que sur des spots où l'accès est difficile, et je pense aux amis, et j'en avais parlé au Wing Club de ce truc-là, les amis de Mazerolles à Nantes, c'est un plan d'eau intérieur en fait, hein, ils ont des arbres partout autour. En kite, c'est mort pour décoller une aile, tu ne peux pas avec les arbres. En windsurf, tu peux y aller, mais c'est assez rafaleux, donc c'est chiant parce que dès qu'il y a une molle, tu perds le planning ou tu es obligé de mettre des voiles assez grosses, de te surtoiler un peu pour être bien dans un maximum de temps sur la session. En wingfoil, tu te mets à l'eau facilement, même si tu passes entre les arbres pour te foutre à l'eau, même s'il y a des molles, grâce au foil, tu vas pouvoir passer les trous d'air ou ces zones de vent qui sont plus faibles sur le plan d'eau. Donc, tu as le support vraiment rêvé pour ce type de plan d'eau intérieur. Et les Nantais sont super contents d'avoir découvert le wingfoil. Il y en a de plus en plus sur leur plan d'eau parce que ça marche. C'est typiquement l'exemple des conditions médiocres sans dévaloriser leur plan d'eau. C'est l'exemple des conditions médiocres dans lesquelles le wingfoil excelle. Ensuite, il y a un autre point, et c'est important d'en parler, les restrictions estivales. Alors, je sais qu'on est un petit peu on serre un peu les fesses parce que beaucoup de pratiquants veulent se mettre au wingfoil et cet été, on ne sait pas exactement comment tout ça va se passer. Ce qui est certain, c'est qu'on n'a pas 30 mètres de ligne, on n'a pas la puissance d'une aile de kite entre les mains. Si l'aile part, au pire, on est accroché au leash et même si jamais l'aile se décroche, elle ne va pas embarquer un gamin sur la plage qui va se prendre les pieds dans la barre ou dans les lignes. Elle ne va pas égorger un chien qui passait par là parce que l'aile est tombée, elle est partie en looping et que la barre a tiré très fort. Bref, il n'y a pas ce danger de la puissance de l'aile. Quand on fait bien du kite, qu'on respecte certaines règles, tout va bien. Mais là, tu vois, j'ai encore aidé un mec à décoller il y a quelques jours. Il a foutu mon aile à moitié sur mes gamins. Il a voulu redécoller, son aile, il l'a mis au-dessus du remblai à la baule, il a failli la faire tomber sur un banc avec deux petits retraités là, qui étaient tranquilles en train de regarder la mer. J'ai eu vraiment peur. Le mec n'avait pas trimé sa sangle, l'aile, elle ne montait pas dans la fenêtre. Quand tu la jetais, elle ne montait pas, elle redescendait. Et je lui ai dit, tu es mal réglé, faut que tu tires sur ta sangle. Et le gars avait l'air un peu sûr de lui, sauf qu'il ne maîtrisait pas du tout. Là, il y avait danger. La mer était trop haute, il n'aurait pas dû faire du kite. Le problème de ça, c'est quand ça se multiplie par une centaine de kites sur ton plan d'eau, c'est pas possible. Donc, on n'a pas le droit de faire du kite l'été, ici en tout cas, à la baule. Donc, tous les pratiquants kite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Une bonne partie, ils se sont mis au wingfoil. Et là, on y va comme en windsurf à n'importe quelle heure de la journée. Tu peux naviguer quand tu veux et ça, c'est super cool. Donc, j'ai beaucoup de potes qui faisaient du kite, qui se sont mis au wingfoil et finalement, c'était au départ pour pallier aux restrictions l'été. Et il se trouve qu'ils sont restés sur leur wingfoil et ils ont plus ou moins revendu leur matos de kite. La liberté des sensations, la liberté et les sensations, la glisse. Ce que les kiteux disent et apprécient, c'est qu'il y a un depower total de l'aile. Quand tu lâches l'aile, tu la prends par la poignée de surf en free fly, tu n'as plus du tout de gêne. Tu n'as plus ce fond de traction que tu as toujours avec une aile de kite. L'aile de kite en surf, il faut être synchronisé. Moi, j'ai jamais été très fort pour ça, mais il faut la synchroniser quand tu veux surfer, la renvoyer à gauche, à droite, dépendant de l'orientation du vent. Sauf si c'est vraiment side-off et tu peux laisser l'aile drifter et tu es bien orienté, tu n'as pas besoin de la faire travailler. Mais globalement, tu peux difficilement en kite oublier ton aile lorsque tu vas vouloir surfer. Et en termes de sécu aussi, tu vas toujours avoir ce petit fond de puissance. Les kite foilers disent maintenant, nous, on peut vraiment surfer avec notre setup de kite foil.
c'était quand même très tendu avec l'inertie du foil en kite. Autant en kite, en aileron, on arrivait à surfer assez facilement. En kite foil, c'est quand même très très élitiste comme pratique. J'ai jamais vu des mecs surfer vraiment bien en kite foil, alors que tous ces kiteux en wing, ils ont un super niveau en surf. La possibilité aussi, au niveau de la liberté, de rider sans harnais et sans strap. Alors là, il y a plusieurs écoles. Moi, je suis strappé et harnais, mais c'est vrai que c'est sympa en mode cruising, en mode freeride, de pouvoir naviguer sans le harnais, sans les straps. Ça ne t'empêche pas de surfer. Hier encore, on est sorti dans des petites conditions de houle avec un copain, et c'est vrai que lui, il navigue toujours strapless. Il a un super niveau, il carve dans tous les sens. Moi, je ne peux pas me passer de mes straps à l'inverse, mais il y a ces deux pratiques qui peuvent cohabiter et qui fonctionnent super bien. Chacun doit trouver chaussure à son pied et être à l'aise sur son matos, mais en tout cas, c'est possible. Ce que je vais rajouter, moi, c'est que j'ai toujours été un surfeur minable. J'ai jamais su me placer, j'ai jamais su ramer. Alors là, j'apprends le surf foil. Vu les sensations, ça me motive énormément, mais je reviens de loin et je dirais que sans savoir bien ramer et se placer, là, ce wing foil me permet d'accéder aux sensations du surf foil sans me cogner toute la dimension technique et l'expérience dont j'aurais besoin pour savoir surfer en surf foil. Et ça me permet aussi de m'affranchir de tout le problème de surpopulation des spots et les dangers qui vont avec. Sur un spot de wing foil, tu vas te placer là où tu veux. Si tu trouves qu'il y a trop de monde, tu te décales de 100 mètres. C'est le principe du windsurf et des autres sports avant. Et ça, c'est génial. Sur un spot de surf, on est tous agglutinés au même endroit. Et généralement, l'ambiance trinque un peu en général, surtout quand il y a 2-3 connards qui ont décidé de faire la loi. Voilà. C'est safe. C'est relativement safe et plus sûr que d'autres sports de glisse. Alors, je prends le kite. Mais attention, il y a quand même un truc, un foil, ça peut couper. Il y a des foils coupants, il y a des foils non coupants. Mais si tu apprends, tu devrais quand même essayer d'être vigilant et naviguer avec des chaussons, un casque et puis une veste d'impact. Surtout si tu as de l'appréhension, parce que ça va freiner ta progression. Et puis aussi, tu peux te faire mal. Ce n'est pas forcément en navigation, c'est plus dans les phases, si tu apprends les manœuvres, mais plus dans les phases de mise à l'eau et sortie du spot, surtout si des fois il y a un petit peu de vague, des choses que tu ne peux pas trop maîtriser au début, surtout quand tu n'es pas à l'aise pour porter ton matos. Pour les kiteux, il n'y a pas de ligne à gérer, ça veut dire moins de stress quand tu démarres sur des spots où il peut y avoir du monde sur la plage. Sur les jours de vent très très légers en termes de sécu, les kiteux disent aussi en kite foil c'est génial, on peut démarrer à 5 nœuds, c'est du délire. Par contre, si jamais l'aile tombe dans ces conditions, c'est la merde. Pour repartir, souvent ça se termine par une belle séance de natation. En wing foil, c'est comme en wind, s'il n'y a plus de vent, tu peux rentrer à la rame, tu as une flottabilité, mais tu peux aussi rentrer dans la pétole en mode sans voler sur la planche si ta planche te porte, et je vous encourage à avoir un volume qui vous porte, même dans les conditions de vent assez soutenues, tu peux rentrer au point de départ ou quasiment au point de départ, en tout cas à la plage. Pour les windsurfers, alors moi j'ai pas mal d'amis planchistes qui se sont cassés les côtes en tombant sur le wish, en se faisant mal, sur des tentatives de rotation ou juste des chutes quand le vent est très fort, mais des fois même en ligne droite, ils restent accrochés au harnais, ils se font catapulter et ça crée quelques dégâts. On va dire qu'en wing foil, vu que l'aile est gonflable, si tu tombes dessus, au pire tu vas te prendre un bleu, tu vas te râper un peu la tête, mais c'est vraiment une structure souple qui ne peut pas te faire de mal. Tu peux tomber sur la planche, tu peux te prendre le mât, il faut faire attention, il faut quand même mettre un casque. Mais globalement, tu évolues avec un matériel, enfin en tout cas si je parle du gréement, tu évolues avec un matériel avec lequel tu ne peux pas te faire mal en cas de collision. En conclusion de cette petite vidéo, les débutants disent que le wing foil, c'est pas facile à apprendre. Dépendant de leur historique, s'ils ont déjà fait du foil, ça va beaucoup plus vite. Ils disent que c'est pas facile à apprendre, mais tous sont d'accord pour dire qu'ils deviennent vite accros et que c'est fun à apprendre. Difficile, mais fun, on s'amuse assez vite, même sans voler. L'aile, c'est très ludique, la gestion de l'aile. Et on s'amuse assez vite en apprenant, même avant de voler. En fait, les débutants n'apprennent pas réellement, on va dire plutôt qu'ils jouent. Et c'est ça, c'est plus un jeu, plus un jouet
qu'une voile de windsurf qui est plus complexe. Tu prends le gréement, hein, une gréement de windsurf avec le mât, le bout, les poulies, le truc, la rallonge. Là, il y a une simplicité. Moi, je vois mes gamins sur la plage jouer avec ma wing des fois. Alors, je fais attention quand même, mais ma petite de 3 ans, elle s'accroche à la wing, elle vole un peu. Mon gamin, il commence à tirer dessus, il comprend que ça tire, que c'est rigolo. Et c'est effectivement très ludique. Je pense que c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens veulent se mettre à ce sport-là et que le wingfoil rencontre un engouement de malade. Voilà, je voulais juste partager ces quelques éléments qui étaient finalement la synthèse du sondage et de toutes vos contributions. Je voulais vous remercier. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Adou. Et ah si, pensez à vous abonner, cliquez sur la petite cloche, les youtubeurs ils disent tout le temps ça. C'est vrai que c'est assez important finalement parce que plus la chaîne a du poids, plus on est contacté par des marques pour faire des choses sympas, plus il y a des opportunités qui s'ouvrent. Et ça peut permettre d'amener du contenu sympa. Et puis moi, à terme, de consacrer peut-être plus de temps à la chaîne qu'aujourd'hui. Merci, à plus. Bye bye.